Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler de Carl Gustav Jung, sa vie, son œuvre, son lien avec la religion, les symboles, les archétypes. On va décortiquer tout ça. C'est parti, générique. Carl Gustav Jung est un médecin psychiatre suisse qui est né en 1875 et qui est mort en 1961. Et il a laissé des œuvres qui sont véritablement passionnantes, extrêmement riches et très détaillées. Il a été en soi un véritable visionnaire à son époque. Néanmoins, il est peu connu, voire peu cité en France. Donc cette vidéo vise à être une sorte d'introduction à la pensée donc de Carl Jung. Avant de commencer, il convient là encore de faire plusieurs avertissements. Les concepts qui ont été théorisés par Carl Jung peuvent parfois sortir de l'ordre de la rationalité. Donc je demande aux esprits les plus scientifiques et rationnels d'entre vous de véritablement vous laisser porter par les théories de Carl Jung qui sont des fois presque de l'ordre de la métaphysique. Donc véritablement, laissez-vous porter. Deuxièmement, je m'appuie sur plusieurs ouvrages pour faire cette vidéo. Et ainsi, je vous conseille, surtout les trois que je vais vous présenter là, parce que pour moi, ils sont véritablement ceux qui sont le plus à même de vous aider à comprendre la pensée de Carl Jung. Tout d'abord, donc, Ma vie, qui est en fait l'autobiographie de Carl Jung, même s'il est mort pendant la rédaction de cet ouvrage. Je vous conseille également Métaphore de l'âme et ses symboles, où là, en fait, Carl Jung va analyser beaucoup de symboles et d'archétypes d'une manière précise et concise. Et enfin, un ouvrage qui est sorti récemment de Frédéric Lenoir, Jung, Un voyage vers soi, qui est une très bonne vulgarisation pour commencer à comprendre la pensée de Carl Jung. Donc cette vidéo va être coupée en trois parties. Tout d'abord la vie de Carl Jung, son œuvre et ses idées remarquables, et enfin le lien entre la religion et les travaux de Carl Jung. Maintenant qu'on a posé les avertissements et qu'on a fait le plan, on peut commencer. Carl Gustav Jung est né en 1875 en Suisse. Et il a une famille qui a toujours entretenu des liens particulièrement étroits, soit avec la religion ou la science. Pourquoi? Parce qu'il a de nombreux pasteurs dans sa famille, c'est le cas de son père, mais aussi des hommes de science. Dans la famille de Carl Jung, il y a une sorte de mystère originel, puisqu'il est possible que l'un des ancêtres de Carl Jung soit le célèbre poète Goethe, qui a écrit notamment Faust. Quand il était jeune, Carl Jung, c'était un enfant qui était véritablement passionné par la nature, il aimait beaucoup se balader dans les bois, et il s'est posé très tôt des questions de l'ordre philosophique, voire même métaphysique. Par contre, il était absolument pas sociable, il détestait aller à l'école parce qu'il se faisait chier. Il se faisait chier parce que c'était un haut potentiel et il avait l'impression de perdre son temps. Et en plus, il n'avait pas d'amis, donc vraiment, pour lui, c'était compliqué l'école. Un jour, alors qu'il est en cours, un de ses camarades le pousse. Carl Jung tombe et ce petit coquin décide de simuler une syncope pour que le gamin qui l'a poussé soit plus lourdement puni. Et à partir de ce moment-là, il se rend compte que les adultes autour de lui s'inquiètent. Donc, vu qu'il n'aime pas l'école, il décide, depuis cet incident, de simuler des syncopes. Et ça fait que pendant plus de 6 mois, en fait, il ne va pas aller à l'école parce qu'il simule des syncopes à chaque fois qu'il faut y retourner. Et donc, il va continuer à se balader dans la forêt, à se poser des questions d'ordre philosophique, etc. Mais un jour, le jeune Carl Jung surprend une conversation entre son père et un ami de ce dernier, et il lui dit qu'il est particulièrement inquiet parce que son fils a des syncopes, qu'il ne va plus à l'école, et que par conséquent, il risque d'être, on va dire, toute sa vie chez ses parents, puisqu'il n'aura pas de métier, etc. Et donc à partir de ce moment-là, c'est un choc extrêmement puissant pour Carl Jung, qui se rend compte qu'il fait de la peine immense à ses parents, et il décide donc d'arrêter de simuler ses syncopes et de se mettre à travailler. Et putain, je peux te dire qu'il va se mettre à travailler, puisque tous les matins à 5 heures, il va se lever plus tôt pour apprendre les grands textes de la littérature européenne, et également le latin. Donc il était vraiment déter en fait, il n'a pas fait semblant. Tellement que à partir de l'âge de 20 ans, son père arrive à lui obtenir une bourse à l'université de médecine de Bâle et il commence donc ses études de médecine. Mais à l'âge de 21 ans, son père meurt brusquement, ce qui est un véritable fléau pour Carl Jung parce qu'il avait beaucoup de respect pour son père, même s'ils avaient des conversations parfois houleuses liées à la religion, car en effet Carl Jung estime que son père en fait n'était pas vraiment sûr de sa foi, il n'avait pas véritablement
trouver un sens à son existence, ce qui a fait qu'il était passé à côté de sa propre vie. Et c'est quelque chose qui a véritablement marqué Carl Jung. Notre ami Carl finit par devenir médecin et il travaille à la clinique psychiatrique de Eugène Bleuler. Eugène Bleuler, c'est notamment l'homme qui a théorisé les concepts donc d'autisme et de schizophrénie. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, on est donc un petit peu avant les années 1900, les patients ils sont un petit peu traités comme de la barbaque, c'est-à-dire qu'on les considère comme des fous, on peut rien en tirer d'eux, et c'est extrêmement compliqué. Et Jung, il va véritablement avoir une approche humaniste de son métier, il va donc instaurer un dialogue avec donc ses patients. De ce fait, cette nouvelle approche, ça va faire que Carl Jung va être de plus en plus connu, les gens vont vouloir se faire soigner par ce dernier et il va avoir des résultats extrêmement intéressants. D'ailleurs, Carl Jung a dit lui-même que dans sa vie, les discussions les plus riches, métaphysiques et philosophiques qu'il a eues, c'était en fait avec des anonymes qui étaient souvent atteints de troubles et pas avec des grandes personnalités qu'il a pu rencontrer tout le long de son existence. Pourquoi? Parce qu'il a aidé ces gens-là, mais ces gens-là lui ont apporté aussi beaucoup en retour. En 1900, Carl Jung découvre un livre qui s'intitule L'interprétation des rêves. Et il est donc de Sigmund Freud. Il est véritablement impressionné par cet ouvrage et il décide d'entamer une sorte donc de correspondance avec Freud. Les deux vont se rencontrer en 1907 et ils vont finir par devenir amis. En fait, Freud, il a tendance à voir dans Carl Jung son disciple, voire son dauphin, celui qui reprendra les rênes de la psychanalyse. Mais il faut bien comprendre que Carl Jung a déjà ses propres idées, ses propres concepts, et qu'il a déjà eu d'autres maîtres à penser. En 1909, les deux doivent effectuer un voyage à l'université de Clark au Massachusetts. Pourquoi? Parce qu'il y a une série de conférences. Et lors du trajet en bateau, les deux hommes commencent à voir qu'en fait, il y a des divisions profondes entre leurs deux visions de l'esprit humain. Il faut savoir que Freud, il est véritablement obsédé par la sexualité, c'est-à-dire qu'il explique absolument tous les phénomènes de l'inconscient par la sexualité. Cette obsession de Freud pour la sexualité, elle s'explique puisque ce dernier a été abusé dans son enfance par son propre père. De plus, Freud voit d'un très mauvais œil la religion, il estime que c'est qu'une illusion qui berne donc les hommes et qui ne trouveront pas, on va dire, leur plein potentiel avec le phénomène religieux. Carl Jung, il prend complètement le contre-pied de tout ça, il estime que la sexualité peut expliquer une partie de l'inconscient, mais c'est qu'une toute petite zone et que vraiment l'inconscient est beaucoup plus riche que la simple sexualité, c'est vraiment un détail. De plus, Carl Jung, il estime que la religion est extrêmement importante parce qu'elle permet de donner un sens à la vie des individus. Et les individus sont aujourd'hui en recherche de sens et c'est extrêmement important qu'il y ait la religion parce que la religion permet d'apporter des réponses aux individus. Donc les deux hommes ont de plus en plus de tensions et à partir de 1914, c'est la rupture totale. Et les disciples de Freud ne pardonneront jamais à Carl Jung parce qu'ils estiment qu'ils ont été trahis par ce dernier. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui dans les facs de psycho, Carl Jung soit très peu abordé. Aujourd'hui, ses travaux ne sont pas beaucoup présents ou méconnus en France parce qu'il y a le saint Freud en fait. Le saint pervers Freud. Ce qui est d'autant plus dommage, pourquoi? Parce que Carl Jung est allé beaucoup plus loin et a théorisé beaucoup plus de concepts passionnants que Freud. Après cette rupture, Carl Jung il va connaître une sorte de traversée du désert, voire une dépression, parce qu'il a perdu malgré tout son mentor, mais véritablement il va se mettre à bosser. Et celle qui va l'aider également à travailler, c'est sa femme, Emma Jung, qui est aussi une femme véritablement très intelligente, puisqu'elle a également travaillé sur des concepts proches de son mari, notamment donc la symbolique autour de la recherche du Graal. Donc il va y avoir une émulation entre ces deux individus. Carl Jung va quitter la clinique et le public pour en fait s'installer dans le privé et avoir ses propres patients dans son propre cabinet, recevoir directement les gens chez lui. Mais attention, Carl Jung, il a beau avoir une femme, c'est un petit coquin, hein. Il a eu plusieurs aventures dans sa vie parce que il était de ceux qui pensaient que le fait d'avoir un seul partenaire dans toute sa vie, c'était complètement une chimère. En 1933 et 1939, il va y avoir des polémiques où en fait certains accusent, notamment des Freudiens,
que Carl Jung ait collaboré avec les nazis. En réalité, Frédéric Lenoir, dans son ouvrage Jung, un voyage vers soi, explique très bien que en fait, Carl Jung n'a absolument pas collaboré. Au contraire, il a aidé des médecins allemands et juifs à s'installer en Suisse et que ça a été un petit peu monté en épingle par les Freudiens pour le mettre en difficulté. Toujours est-il, c'est qu'il a été impacté par ces accusations et il a continué à travailler dans son coin. Mais en 1941, Carl Jung donc fait un arrêt cardiaque et il subit ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Bon, à ce moment-là, le concept n'est pas consacré puisqu'il a été théorisé dans les années 70 par Raymond Moody. Mais toujours est-il, c'est qu'il va être profondément marqué par cette expérience et il va ensuite se remettre à travailler et à voyager, mais il restera malgré tout diminué. Sa femme va mourir donc vers la fin des années 50 et il va avoir en 1961 une rupture d'anévrisme qui lui sera fatale. Maintenant qu'on a analysé la vie de Carl Jung, il convient d'aborder donc les idées remarquables de ce dernier, puisque tout au long donc de ses différents travaux, Carl Jung a théorisé bon nombre de concepts. Et je suis certain que vous en connaissez certains d'entre eux sans même savoir qu'ils viennent de Carl Jung. Il a théorisé ce qu'on appelle la psychologie analytique. Donc c'est tout simplement le fait de se découvrir soi, le soi, donc c'est-à-dire sa partie consciente et inconsciente, pour atteindre en fait le bonheur. Et pour atteindre ce stade de plénitude et connaître mieux son soi, il faut procéder à ce qu'on appelle l'individuation. Et on est aidé pour ça par son psychiatre. Ainsi, il y a plusieurs choses qui nous permettent de véritablement sonder notre soi. Tout d'abord, Carl Jung a théorisé ce qu'on appelle l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est une sorte d'imaginaire collectif que partagent tous les êtres humains, dans lequel on retrouve des symboles, des archétypes, qui sont liés à notre culture ou à notre religion. C'est-à-dire que pour Carl Jung, à partir du moment où on est dans une société donnée, même à des stades où par exemple tu es un enfant en très bas âge, eh bien tu vas rêver de symboles ou de phénomènes en lien avec ta culture. C'est l'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu nais en tant qu'individu, tu vas avoir donc dans ton bagage intérieur tout un imaginaire qui est en lien à la fois avec ta culture et ta religion. Et donc, cet inconscient collectif, en quelque sorte, il est nourri par ce qu'on appelle les archétypes. Les archétypes, c'est des représentations qui ont une haute charge symbolique. C'est-à-dire que c'est pas des images neutres. Ce sont des représentations qui transmettent une émotion et qui peuvent prendre la forme donc de personnages, d'entités ou même de lieux, etc. C'est ce qu'on appelle donc les archétypes. Alors c'est une notion qui est extrêmement difficile à définir puisqu'elle a évolué tout le long donc des travaux de Carl Jung. Mais si vraiment on veut simplifier au mieux, c'est par exemple l'arbre de vie, le grand arbre donc qui représente la fertilité et le cycle de la vie. Ou alors c'est le vieux sage, c'est celui qui est ton mentor, qui te donne des conseils, etc. On peut citer également le serpent qui représente le chaos, ou encore le dragon qui symbolise une énergie perpétuelle. Donc toutes ces images, tous ces symboles, tous ces archétypes peuplent l'inconscient collectif et ce sont des images qui ne sont pas neutres. C'est-à-dire qu'il faut les décrypter au regard de notre propre culture et de notre propre religion. Donc pour Carl Jung, les mythes, les légendes, nos écrits et les rituels sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que d'une, ils permettent une connexion et un lien étroit entre les individus. C'est-à-dire que l'être humain a façonné tout cela, donc toute cette culture, tous ces mythes, etc., pour mieux comprendre son existence et lui trouver un sens. Parce que pour Carl Jung, l'être humain a besoin de sens. Il a besoin d'apporter des réponses aux grands questionnements d'ordre métaphysique ou philosophique. Et en fait, donc, notre culture, nos écrits et nos héros, en fait, sont des retranscriptions de nos propres angoisses, sont des retranscriptions de nos propres interrogations. Pour Carl Jung, le rêve est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de l'inconscient, et l'inconscient nous envoie des images, des symboles et des archétypes que nous devons
en gros décryptés et qui ont donc une symbolique extrêmement forte et qui vont donc nous apporter des réponses à nos interrogations, etc. Donc en fait pour Carl Jung, c'est pas une science exacte, ça dépend toujours du rêveur et des symboles qu'il reçoit. Et c'est à nous vraiment de faire une lecture symbolique de ces rêves, ça nous prévient. Ça peut nous donner donc des avertissements, ça peut nous prévenir d'un danger, ça peut donc nous faire réveiller des pulsions, des sentiments qui sont négatifs. Et en fait, le rêve, c'est une sorte d'autorégulation de l'inconscient. C'est l'inconscient qui souhaite communiquer avec le conscient, en quelque sorte. Carl Jung donne un exemple qui est plutôt intéressant. Il s'agit d'un de ses patients qui était donc un alpiniste de haut niveau et qui faisait des rêves vraiment classiques jusqu'au jour où il a rêvé qu'en fait il tombait dans un trou et qu'il mourait. Et Carl Jung lui a dit il faut absolument que vous arrêtez donc d'escalader vos expéditions parce que c'est un mauvais présage. Le gars l'a pas écouté, il est mort 2 mois plus tard. Alors là encore, on sort du cadre de la rationalité, mais je vous invite vous-même à faire l'expérience, à essayer d'analyser vos rêves et à chercher par rapport à la grille de lecture de Carl Jung. Et des fois, c'est assez troublant puisque ça témoigne de certaines vérités. Autre concept théorisé par Carl Jung, la synchronicité. Alors la synchronicité, il s'agit de 2 événements qui n'ont pas spécifiquement de lien de causalité, mais en réalité, ils vont avoir un lien dû à l'interprétation de la personne qui va vivre ces 2 événements. Pour faire très simple, imaginons vous parlez d'une personne que vous n'avez pas vue depuis plus de 10 ans, et en fait, dans les moins de 24 heures après cette discussion, vous allez avoir des nouvelles de cette dite personne. J'ai un exemple personnel, je connais une dame donc qui avait un fils qui habitait à l'étranger. Ce fils devait prendre l'avion pour faire une visite surprise à ses parents. Et la mère s'est réveillée une nuit suite à un terrible cauchemar où son fils était dans un avion et qu'il y avait un crash. Et en fait, c'était de l'ordre de la réalité puisque l'avion avait bien crashé dans la nuit, exactement à la même heure du cauchemar donc de sa mère. Autre exemple de synchronicité qui en fait est directement lié à Carl Jung, c'est le fait qu'un jour une de ses patientes lui parle d'un scarabée doré qui revient de manière extrêmement souvent dans ses rêves et soudainement un scarabée de couleur dorée s'est posé sur le bureau de Carl Jung. Ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que Carl Jung avait une maison avec donc un jardin magnifique et il y avait un arbre qu'il aimait particulièrement puisque c'était là qu'il méditait souvent, qu'il lisait, etc. Et lorsque Carl Jung est mort, cet arbre s'est pris la foudre et s'est fait couper en 2. Donc voilà, il n'y a pas d'explication pour Carl Jung, c'est pas lié au hasard en tout cas, et là véritablement il faut sortir de la rationalité parce que pour Carl Jung il y a une forme d'explication qui est ailleurs. Beaucoup d'auteurs qui se sont penchés sur cette question estiment que c'est un petit peu une faille dans le discours de Carl Jung parce que il n'y a pas véritablement d'explication, mais en fait c'est un concept presque métaphysique et je suis sûr que vous avez déjà fait dans votre vie l'expérience d'une synchronicité. Ensuite, Carl Jung, il a théorisé le concept du persona. Le persona, c'était le masque que portaient les comédiens dans l'Antiquité. En fait, c'est le masque qui nous permet de jouer un rôle. C'est le masque social. C'est-à-dire que dans votre vie de tous les jours, vous vous présentez aux autres sur la place publique, non pas avec la personnalité que vous avez véritablement, c'est-à-dire vous-même, mais avec un masque social. Forcément, vous ne montrez pas tous les côtés les plus sombres de votre personnalité, vous montrez que le meilleur, c'est donc votre masque social. Mais pour Carl Jung, ce persona, il doit pas être trop éloigné de votre véritable personnalité, parce que si c'est le cas, en fait, vous allez forcément finir par avoir donc des soucis, vous atteindrez pas vraiment le bonheur, voire même vous allez développer des troubles. Pourquoi? Parce que pour Carl Jung, on ne peut pas être trop différent de notre masque social, sinon on risque d'avoir une personnalité qui sera beaucoup trop fragmentée. Et c'est pas bon pour nous. Donc il invite à ce que véritablement on essaye d'être en adéquation le plus possible avec notre persona, même si on peut pas l'être véritablement à 100%, puisque comme je vous l'ai dit, c'est l'image qu'on renvoie aux autres. Donc, autre concept théorisé par Carl Jung, l'ombre. J'en avais parlé dans une autre vidéo, mais j'en profite pour le faire également ici. L'ombre, c'est véritablement la face la plus obscure de notre personnalité.
c'est les sentiments les plus violents, les plus bas, les plus malsains. Et nous, forcément, on essaye de refouler cette partie-là, on ne la montre pas aux autres, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et on essaye véritablement de la pousser vers la porte de sortie. Mais pour Carl Jung, c'est un problème. Pourquoi? Parce que si on la refoule trop, cette part d'ombre, elle va ressurgir un jour ou l'autre, notamment dans des rêves, etc., ou dans des pulsions de violence. Donc, pour lui, il faut savoir canaliser cette part d'ombre, il faut la reconnaître, il faut savoir qu'elle existe, et c'est en la reconnaissant que justement on arrivera à lutter contre elle. Par contre, si on embrasse complètement notre part d'ombre, eh bien, on devient un psychopathe et à partir de là, on est submergé par cette dernière et on incarne le mal. On doit se rendre compte de cette énergie pour mieux la contrôler et la canaliser. Et d'ailleurs, l'une des critiques de Carl Jung envers le christianisme, c'est le fait que pour lui, le Christ et Satan sont en fait complémentaires en quelque sorte. Le christianisme veut trop refouler la part d'ombre et le mal de l'individu, sauf qu'à trop vouloir la refouler, c'est prendre le risque que cette dernière ressurgisse. Donc pour Carl Jung, il faut prendre connaissance de cette part d'ombre pour mieux la canaliser et mieux la gérer. Ensuite, on a l'anima et l'animus. Alors l'anima, c'est la représentation fantasmée que l'homme a de la femme. Et l'animus, donc, c'est la représentation fantasmée que la femme se fait de l'homme. Donc, plusieurs caractéristiques de l'anima et l'animus. En gros, par exemple, les hommes vont diviser en 4 leur vision fantasmée de la femme. Il va y avoir la femme primitive, Ève. Il va y avoir donc la femme d'action, les Amazones. La femme sublimée, la Vierge Marie, et la femme sage, la figure de la fée. Pour les femmes, on va avoir donc la figure primitive, Adam, la figure de l'action, James Bond par exemple, la figure du séducteur, Don Juan, et quatrièmement, la figure du sage. Et pour Carl Jung, en fait, plus on avance dans notre vie, plus on va vers la quatrième représentation, c'est-à-dire celle du sage. Mais il y a des gens qui s'arrêtent en cours de route, bien sûr. C'est en fait notre vision fantasmée de la femme ou de l'homme. L'anima et l'animus, c'est donc la vision fantasmée du sexe opposé. Et on va projeter donc ces visions fantasmées sur l'autre. Il faut comprendre que cette vision de l'anima et l'animus, elle est inhérente à tout être humain, on l'a tous en nous. Et Carl Jung estime qu'on n'est jamais 100% masculin ou jamais 100% féminin, qu'on a des caractéristiques féminines ou masculines. Si on est un homme, par exemple, on a des caractéristiques aussi féminines et inversement. Et en gros, le logos, c'est l'éros. Le logos, donc, c'est la combativité, c'est la puissance, c'est la conquête. Et l'éros, c'est le sentiment, l'émotion et la tendresse. Tout cela, pour Carl Jung, ça permet de mieux comprendre le sexe opposé pour mieux pouvoir, on va dire, l'approcher et faire ce qu'il y a à faire, quoi. Troisième partie, Jung et la religion. Alors, faut savoir que Carl Jung entretient un rapport un peu étrange avec la religion. Au départ, il aimait pas du tout le christianisme parce que il en avait peur. Il avait peur, notamment, des différents pasteur qui côtoyait son père, il disait que c'était les hommes en noir, etc. Pour lui, la théologie, c'était une matière qui visait à expliquer le phénomène religieux pour que nous, on puisse ressentir le sens religieux, pour qu'on puisse, on va dire, devenir en fait croyant. Mais pour Jung, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. La croyance, elle vient de nous directement. Il n'y a pas une science qui doit nous expliquer la croyance. C'est une expérience personnelle. Le divin est presque en nous, en fait, dans notre inconscient pour Carl Jung. Et en fait, Carl Jung, il a un profond respect pour la religion. Il y avait notamment, au-dessus de la porte d'entrée de sa maison, l'une des phrases de l'oracle de Delphes, qui est, qu'on le veuille ou non, le divin s'impose. C'est-à-dire que pour Carl Jung, l'homme a besoin du divin, l'homme a besoin de sens. Pour lui, c'est l'homo religiosus, c'est-à-dire que l'être humain doit embrasser en quelque sorte la religion, parce que ça fait partie de cet inconscient collectif que je vous ai dit tout à l'heure, et de ce bagage presque culturel qui est inhérent à sa personne. Et d'ailleurs, Carl Jung a un profond mépris pour les gens qui se convertissent à d'autres religions. Pourquoi? Parce que lui, c'est un déracinement, c'est une volonté donc de se couper de notre propre inconscient collectif pour embrasser des religions qui sont autres, dans lesquelles on ne trouvera pas de sens. Et Carl Jung rajoute qu'en plus, c'est souvent fait à des fins d'ego pour dire « Ah, regardez,
c'est stylé, moi je me sens de telle ou telle religion, alors que ça fait pas partie de notre imaginaire collectif et on ne trouvera pas en fait un épanouissement dans la religion de l'autre. En soi, véritablement, Jung, il méprise en fait ce désenchantement du monde weberien. Pour lui, c'est un véritable problème et l'homme doit rembrasser à la fois donc la religion, à la fois le sens, mais aussi son histoire, ses rites, ses croyances, ses mythes et légendes. Pourquoi? Parce que tout ça, ça lui a donné une colonne vertébrale, ça lui a donné une sorte d'assise qui est inhérent à sa condition et il doit véritablement en relever toute la substantifique moelle pour mieux se comprendre. Et il n'arrivera pas véritablement à comprendre son soi, c'est-à-dire son inconscient et son conscient, s'il n'embrasse pas tout ce bagage culturel-là et s'il est déraciné. Il dit, je cite, « C'est précisément la perte de relation avec le passé, la perte de racines qui crée un tel malaise dans la civilisation, que nous vivons plus dans l'avenir avec ses promesses chimériques d'âge d'or, que dans ce présent que l'arrière-plan d'évolution historique n'a pas encore atteint. Nous nous précipitons sans entrave dans le nouveau, poussés par un sentiment croissant de malaise, de mécontentement, d'agitation. Nous ne vivons plus de ce que nous possédons, mais de promesses, non plus à la lumière du jour présent, mais dans l'ombre de l'avenir où nous attendons le véritable lever du soleil. Nous ne voulons pas comprendre que le meilleur est toujours compensé par le plus mauvais, l'espérance d'une telle liberté anéantie par un esclavage d'état accru, sans parler des effroyables dangers auxquels nous exposent les brillantes découvertes de la science. Moins nous comprenons ce que nos pères et nos aïeux ont cherché, moins nous nous comprenons nous-mêmes et nous contribuons de toutes nos forces à dépouiller l'individu de ses instincts et de ses racines, si bien que devenu particule dans la masse, il n'obéit plus qu'à l'esprit de pesanteur. » Voilà, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Carl Jung est pour moi l'un des esprits les plus brillants qu'il y ait eu donc sur cette terre. Il a théorisé des concepts qui sont véritablement passionnants et lui-même savait que c'était pas lié à une science exacte et que la psychologie analytique pouvait être l'objet de critiques. Mais il avait véritablement cette ouverture d'esprit, à la fois un amoureux de la tradition et de l'Europe comme on la connaît, mais également à s'intéresser donc aux croyances et aux autres peuples. Il était malgré tout européen, il restait européen, il n'avait pas honte d'être européen, bien au contraire. Et il prône le fait qu'on doit embrasser notre culture, notre patrimoine, notre religion et nos traditions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu plus longue que d'habitude, mais véritablement, elle visait à introduire du mieux que j'ai pu la pensée de Carl Jung. Bien sûr, je vous invite à le lire. Je pense faire une autre vidéo sur Carl Jung tellement c'est un sujet d'une richesse absolue, ce serait dommage de s'arrêter là. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc, ciao les barons.